Bonjour à toutes et à tous. On va commencer, il est déjà midi 6. On voit qu'il y a déjà une quinzaine de personnes qui sont déjà arrivées. Merci de nous rejoindre pour cette première édition du Meetup Azure Québec. Première édition en ligne, première édition sur l'heure du midi. Donc on apprécie que vous preniez le temps. Puis encore une fois, on va tous apprendre ensemble sur cette nouvelle façon de faire à distance, ce qui va nous permettre aussi d'avoir l'enregistrement. Donc si vous avez un problème avec le fait que cette session est enregistrée, n'hésitez pas à quitter cet appel. Il y a une option pour venir de façon anonyme aussi. Donc juste pour information, on va parler aujourd'hui avec Maxime Coquerel de 16 belles pratiques pour sécuriser votre Kubernetes cluster, votre cluster Kubernetes dans Azure. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Benoît, je suis l'organisateur du Meetup Azure Québec et je travaille pour Microsoft, mais je prends du plaisir à partager avec vous, échanger avec vous et entendre vos histoires, vos propres histoires. D'ailleurs, on cherche des présentatrices et présentateurs pour les prochaines éditions. Retour d'expérience et présentation de tout ordre autour d'Azure. Je vais envoyer le lien de la présentation et du survey, donc des retours d'expérience que vous avez eu lors de cette session. Si vous avez de l'intérêt pour présenter, vous n'hésiterez pas à en parler. Aujourd'hui, vous ne pourrez pas prendre la parole si vous avez des questions, mais vous avez vu qu'il y a la partie questions et réponses de l'événement en direct. Donc, on va se faire un plaisir d'y répondre au fur et à mesure et on aura 2 belles pauses au cours de la session pour bien prendre le temps de passer à travers vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité de Microsoft Teams Live Event. Encore une fois, posez vos questions et vos réponses parce que vous ne pouvez pas prendre la parole en tant que participante ou participant. Sans plus attendre, on va partir dans le détail et dans le contenu. Avant ça, Maxime va se présenter, il va pouvoir commencer sa partie. Merci. Merci Mathieu, bonjour à tous. Mon nom est Maxime Coquerel, je suis Microsoft MVP sur les technologies Cloud Azure. Et puis à côté de ça, je suis directeur Cloud Security Architect pour une grande organisation financière canadienne. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, j'espère que vous allez apprendre de nouvelles choses. On vous invite, que ce soit autant Mathieu ou moi, à nous suivre sur nos différents blogs que vous pouvez voir à l'écran, ou encore vous pouvez me suivre directement sur Twitter. Je n'hésite pas à repartager de l'actualité liée au monde Kubernetes, à la sécurité, à des solutions comme Azure Security Center ou encore Azure Sentinel, par exemple. Donc c'est une première également pour moi aussi de faire un live event comme ça, donc n'hésitez pas à nous partager vos feedbacks, vos questions, on espère que ça va vous plaire. Donc dans l'agenda aujourd'hui, on va retrouver 16 thématiques, avec des thématiques qui sont plus liées à la partie Kubernetes sécurité de l'infrastructure et des thématiques qui sont liées plus à la sécurité des pods s'exécutant dans votre conteneur. Mais avant toute chose, je souhaiterais revenir avec vous sur une présentation de l'architecture Kubernetes. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec Kubernetes, Kubernetes est un orchestrateur de conteneurs. C'est une solution qui a été développée historiquement par les équipes de chez Google sous le nom d'un projet qui s'appelait Borg. Puis cette solution a été open sourcée et reprise par de nombreux fournisseurs de cloud tels que Amazon, Alibaba, Google ou encore Microsoft Azure. Microsoft a fait un service managé, c'est-à-dire c'est un service où vous allez être responsable uniquement des pods, donc des conteneurs s'exécutant à l'intérieur de votre cluster. La partie que vous pouvez voir sur mon écran, qui est la partie gauche, la partie Kubernetes Control ou le Master Node, vous pouvez imaginer ça comme étant le cerveau de la plateforme Kubernetes. Cette partie va être prise en charge et gérée par Microsoft. La seule partie dont vous aurez à vous soucier est la partie composée des Worker Nodes. Donc un Worker Node, pour imaginer ça, c'est une machine virtuelle sur laquelle s'exécutent vos conteneurs.
Donc, vous, en tant que client, vous allez être responsable de vos worker nodes et vous allez payer donc uniquement pour les worker nodes que vous consommez, donc les machines virtuelles que vous consommez. La partie master node est complètement gratuite dans l'offre proposée par Microsoft. Maintenant, penchons-nous un petit peu plus en détail. Je vous ai présenté sur la partie gauche la partie master node qui est le cerveau de contrôle de l'orchestrateur proposé par Microsoft, donc de la solution Azure Kubernetes Services. L'élément clé, c'est on parle de l'API Server. L'API Server est le composant qui va faire l'interconnexion entre vos worker nodes et le master node. Pour faire cette interconnexion, au niveau du worker node, on va retrouver un composant qu'on appelle le kubelet. Ce composant-là est un composant qui est propre à Kubernetes. Il va assurer la communication et la gestion entre l'API server et votre worker node. Et donc, indirectement, les conteneurs s'exécutant sur votre worker node. On retrouve un autre composant vraiment important au niveau du worker node, c'est le kube-proxy. Quand vous allez exécuter un conteneur sur votre worker node, ce conteneur-là, vous allez vouloir l'exposer, c'est-à-dire qu'il soit accessible d'un point de vue réseau. Et donc, ce composant-là, le kube-proxy, va jouer ce rôle d'interface entre votre conteneur et la partie réseau. Si je reviens également une dernière fois sur la partie master node, donc je vous ai parlé de ce composant indispensable qui est l'API server. On retrouve également deux autres composants, à savoir le controller manager et le scheduler. Le scheduler, bien entendu, va vous permettre va jouer le rôle de planificateur, de planification des pods entre vos différents worker nodes. Et enfin, on retrouve un autre composant qui se nomme etcd. Etcd, c'est un cluster clé-valeur qui va permettre de stocker les secrets Kubernetes, la configuration que vous allez déployer directement dans ce composant. Bien entendu, ce composant est complètement géré par Microsoft et vous n'avez pas à vous en occuper. Donc, désormais, je pense qu'on a une bonne compréhension de l'architecture Kubernetes. Donc, on va passer directement plus en détail sur les recommandations de sécurité qu'on peut appliquer à cette architecture. La première recommandation de sécurité dont j'ai envie de vous parler est une recommandation de sécurité portant sur le composant API Server. Quand vous déployez un cluster AKS dans Azure, par défaut, l'API Server est directement exposé sur Internet, c'est-à-dire n'importe quelle personne possédant les paramètres d'authentification pour s'authentifier à l'API Server peut le faire. C'est-à-dire n'importe quel worker node peut accéder directement à l'API Server. Mais cela sous-entend qu'une personne ayant volé ces informations d'identification peut, par exemple, depuis une connexion personnelle, comme une connexion Internet de chez lui, ou encore d'un point d'accès Wi-Fi ouvert, peut accéder directement à cet API Server. Par défaut, il n'y a pas de whitelisting. Donc, la première recommandation de sécurité que je vous recommande de mettre en place quand vous déployez un cluster AKS, c'est de mettre en place un whitelisting au niveau de l'API Server de façon à n'autoriser que vos adresses IP à se connecter à cet API Server. Plus concrètement, quand vous avez un cluster avec plusieurs worker nodes, donc plusieurs machines virtuelles sur lesquelles s'exécutent vos conteneurs, la solution que propose Microsoft est de rediriger l'ensemble du trafic sortant de ces worker nodes sur un Azure Firewall. Cet Azure Firewall va être attaché à une adresse IP publique et vous allez whitelister cette adresse IP publique au niveau de l'API Server, de façon à ce qu'il n'y ait que vos worker nodes qui puissent accéder à cet API Server. Ainsi, vous sécurisez ce premier composant qui est vraiment indispensable. Parce que si une personne mal intentionnée accède à cet API Server,
avec des credentials authentifiés, donc en étant authentifié, il peut faire l'ensemble des actions qu'il souhaite sur l'ensemble de votre cluster AKS. Donc, c'est un composant indispensable à sécuriser. Pour de nombreux clients, sécuriser l'API server était quelque chose de vraiment indispensable. Et donc, si vous faites affaire avec des compagnies qui sont soumises à des régulations telles que SOC, PCI DSS, il y a de fortes chances que leurs équipes sécurité vous disent « Oui, mais attends, Maxime, whitelister l'API server uniquement avec un contrôle d'IP, donc avec une access list autorisant uniquement les adresses IP que vous avez définies à se connecter à cet API server, c'est peut-être pas suffisant pour nous et une personne mal intentionnée pourrait essayer de créer une requête, forger une requête en essayant de spoofer l'adresse IP source du worker node, donc en se faisant passer pour le worker node et en essayant d'accéder à l'API server. Pour remédier à cette problématique de sécurité, Microsoft a sorti une version donc, du service Azure Kubernetes Services se nommant Private Cluster. C'est une option vous permettant d'avoir un lien dédié et sécurisé via l'aide d'un composant qu'on appelle un Private Endpoint entre votre VNet, donc votre réseau virtuel sur lequel vos worker nodes sont connectés, et l'API Server. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun trafic qui passe par Internet pour accéder à l'API Server. Vous avez une solution qui est complètement isolée. Donc ça, c'est la seconde recommandation de sécurité que je souhaitais vous partager. Cette fonctionnalité est disponible directement en General Availability, donc vous pouvez l'utiliser avec vos clusters de production et je vous recommande fortement d'utiliser cette fonctionnalité si vous souhaitez avoir une isolation qui soit 100% étanche. Enfin, passons ensemble à la troisième bonne pratique de sécurité que je souhaitais vous partager. On a vu ensemble les communications entre l'API Server et nos différents worker nodes de notre cluster AKS. Mais vous allez sûrement vouloir contrôler le trafic sortant, donc ce qu'on va appeler le trafic nord-sud, entre vos sous-réseaux AKS, entre vos pods et Internet. Pour cela, Microsoft vous recommande d'utiliser donc un pare-feu, donc le service Azure Firewall, de façon à pouvoir filtrer, donc faire du filtrage FQDN entre vos différents sous-réseaux AKS et le monde extérieur. Là, je tiens à attirer votre attention. Ceci est applicable dépendant de l'implémentation du network, ce qu'on appelle le network CNI, qui est le plugin réseau. Si vous créez un cluster AKS en utilisant le network CNI, Azure CNI, vous avez l'ensemble de vos worker nodes, donc de vos nodes et de vos pods sur le même sous-réseau. Donc, il est bien entendu indispensable d'utiliser une fonctionnalité telle que le Azure Firewall pour mettre en place une ségrégation du trafic sortant. Bien entendu, cette fonctionnalité est également disponible donc en General Availability. Je vous invite fortement, quand vous faites votre architecture, à prendre cette fonctionnalité en considération. Un autre point vraiment important, quand vous déployez un cluster AKS, par défaut, vous avez la fonctionnalité de Airbag, donc ce qu'on appelle de Role-Based Access Control, c'est-à-dire gérer des rôles et des permissions au sein de notre cluster AKS, activé par défaut. Mais vous n'avez pas l'intégration avec l'Azure Active Directory qui est activée. Donc ça, c'est une quatrième recommandation de sécurité. Au lieu de dupliquer des identités, de se retrouver avec des identités complètement différentes entre les identités que vos équipes d'administration cloud utilisent pour administrer votre plateforme Azure et pour administrer votre plateforme AKS, votre plateforme Kubernetes, on a désormais la possibilité d'avoir une intégration donc, avec l'aide du Azure Active Directory entre notre plateforme AKS
et notre Azure AD. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande, enfin, je ne peux que plus que vous recommander d'activer ça, afin d'assurer une bonne gestion de vos identités au sein de votre cluster AKS. Enfin, un autre point sur lequel je souhaitais vraiment attirer votre attention, c'est un point qui est un petit peu plus technique. Quand vous déployez un cluster AKS, par défaut, vous avez la création d'un service principal qui est stocké dans un fichier de configuration sur chacun des nodes. Ce fichier de configuration se trouve dans le fichier etc kubernetes azure.json. Si une personne mal intentionnée arrive à compromettre un de vos conteneurs, de ce conteneur-là, c'était peut-être un conteneur s'exécutant avec ce qu'on appelle un conteneur avec des privilèges, donc des privilèges élevés. Mathieu vous en parlera par la suite. Donc si cette personne arrive à compromettre ce conteneur s'exécutant avec un conteneur avec des privilèges, la personne mal intentionnée peut potentiellement accéder à votre node, à votre AKS node worker, et de ce AKS node worker, il peut avoir accès à ce fameux fichier de configuration dont je vous parlais, qui est le fichier de configuration se trouvant dans le répertoire etc Kubernetes azure.json, et Microsoft stocke en clear text, donc en clair, l'ID du service principal et le secret du service principal. Donc ça peut être quelque chose d'un point de vue de sécurité qui peut être vraiment dérangeant pour vos équipes de sécurité, en se disant on a potentiellement un service principal qui nous permet de créer des nouvelles machines, supprimer des nouvelles machines pour le cluster AKS qui est stocké en clear text. Ça veut dire que vous avez par exemple une personne de votre équipe CloudOps, de votre équipe d'exploitation qui essaye d'accéder, qui accède à ce fichier, collecte le service principal, et si vous ne faites pas des rotations de ce service principal-là, va noter ce service principal sur un morceau de papier, va partir chez elle, se fera potentiellement licencier pour une raison X ou Y quelques semaines après, et puis vous allez vous rendre compte, un mois après, que l'ensemble de votre cluster, l'ensemble des worker nodes ont été supprimés. Puis là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai eu cette attaque? En fait, la personne aura simplement extrait ce service principal-là. Par défaut, dans la plateforme Azure, on n'a pas de composant permettant de spécifier une adresse IP source, donc une adresse IP source pour un service principal donné. Donc en gros, n'importe qui a ce service principal-là et ce secret peut s'authentifier à l'aide du Azure CLI et peut potentiellement supprimer ou ajouter ou créer des nouveaux nœuds, donc des nouvelles machines virtuelles dans votre cluster. Donc vous avez un potentiel de compromission qui est assez énorme. Donc pour remédier à cette problématique-là, Microsoft a sorti une fonctionnalité qui s'appelle les Manage Identity, donc qui va créer une identité directement, qui va être lié à votre cluster et qui ne sera plus associé donc à un service principal. Donc cette identité qui est liée à votre cluster va vous permettre de faire les mêmes actions qu'auparavant, sauf que vous n'aurez plus un service principal stocké directement en clear text sur chacun des nœuds de votre cluster. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc, si vous voulez, après ce webinaire, faire une petite investigation de vos clusters, je vous invite juste à vous connecter sur un de vos nœuds de votre cluster AKS et regarder donc ce fichier azure.json, et puis vous verrez que l'on a un AAD client secret qui est stocké directement en clear text avec son identifiant AAD client ID. Donc, si vous voulez utiliser ça et regarder si vous pouvez vous connecter à votre plateforme Azure en utilisant ce service principal, c'est vraiment super simple. Vous pouvez juste utiliser le Azure CLI, puis vous spécifiez donc votre AAD client ID, le ID client secret, et à partir de là, vous allez pouvoir créer, supprimer de nouvelles machines virtuelles, par exemple, pour votre cluster. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez critique. Donc, sur la gauche, donc, dans la partie Before
on a donc un exemple où le service principal est présent. Et dans la partie after, on voit bien un autre exemple où j'ai activé donc les Manage Identity sur mon cluster AKS. Et donc, on peut voir que j'ai un User Assign Identity ID avec l'ID qui correspond à mon identité managée pour mon cluster AKS. Et je n'ai plus ce service principal sauvegardé donc en clair sur chacun de mes nodes AKS. Enfin, un sixième point qui est aussi à mes yeux vraiment important, et j'ai eu de nombreuses discussions avec de nombreux clients et de nombreuses personnes qui me disent oui, ben moi Microsoft est responsable d'appliquer les mises à jour de sécurité sur mes nodes. Oui, c'est tout à fait vrai, mais vous avez la responsabilité de redémarrer vos nodes pour que ces mises à jour de sécurité soient appliquées. Donc, il ne s'agit pas de toutes les mises à jour de sécurité, mais certaines mises à jour de sécurité critiques touchant le kernel, par exemple, vous avez la responsabilité de planifier un redémarrage de vos nodes. Si vous ne planifiez pas ce redémarrage-là, les mises à jour s'appliqueront jamais et donc vous serez potentiellement vulnérable. On s'entend qu'une solution, une plateforme comme la plateforme Kubernetes, c'est une plateforme où la sécurité repose entre autres sur une certaine isolation qui est fournie au niveau du kernel de chacune des machines virtuelles. Si on a une vulnérabilité au niveau du kernel et que cette vulnérabilité peut être exploitée par un des conteneurs s'exécutant sur un de vos nodes, vous pouvez avoir une compromission directe de votre node. Il y a de nombreuses vulnérabilités. Il y avait une vulnérabilité qui a été sortie il y a quelques années de ça, je dirais peut-être 2 ans maintenant, qui s'appelait DirtyCo, qui permettait de sortir d'un conteneur et d'accéder directement à la machine host de ce conteneur, qui exécutait ce conteneur-là. Donc c'était une vulnérabilité qui touchait le kernel Linux. Dans un scénario comme celui que l'on a présenté à l'écran avec le cluster AKS, si la personne avait simplement attendu que Microsoft applique la mise à jour et n'avait jamais planifié un redémarrage de son worker node, de son node, dans ce cas-là, la vulnérabilité n'aurait jamais été fixée. Donc, pour remédier à cette problématique de redémarrage d'un node, parce qu'on s'entend qu'on a des conteneurs qui s'exécutent sur ce node et on ne peut pas redémarrer brutalement un node parce que sinon on va avoir une interruption de service. Il y a un projet open source qui s'appelle Kurd qui se déploie sous forme d'un daemon set au sein de votre cluster qui va permettre de faire ce qu'on appelle je m'excuse, je ne connais pas le terme français, mais un drainage, c'est-à-dire qu'on va déplacer les nodes s'exécutant nous allons déplacer les pods s'exécutant sur le node que nous souhaitons redémarrer sur un autre node, sur un node qui est disponible. On va redémarrer ce node. Quand ce node sera redémarré, que les mises à jour de sécurité seront appliquées, on reprendra les mêmes pods qui ont été déplacés et on les rebasculera sur le node initial. Donc, c'est vraiment une solution que je vous invite vraiment à regarder, surtout si vous avez des clusters AKS de production, c'est vraiment quelque chose qui est complètement indispensable et d'avoir une stratégie testée pour appliquer donc, ces mises à jour de sécurité sur vos nodes. Bien entendu, vous pouvez construire la meilleure application possible si cette application est hébergée sur un node qui n'est pas à jour, qui est vulnérable, ça sert strictement à rien. Donc, pour résumer ce slide-là, vous êtes responsable de redémarrer vos nodes pour appliquer vos mises à jour de sécurité. Et s'il vous plaît, faites-le. Une autre recommandation de sécurité que je voulais vous partager, que l'on voit sur de nombreux clusters AKS, c'est la présence d'avoir directement le Kubernetes Dashboard exposé. Si vous faites une petite recherche sur des moteurs de recherche tels que Shodan, par exemple, vous allez voir des centaines de milliers de clusters Kubernetes qui ont un dashboard qui est directement exposé sur Internet, c'est-à-dire qui est accessible à tout le monde. Donc, la recommandation que je vous donne, si vous voulez jouer avec Kubernetes, ne jouez pas avec Kubernetes avec un tableau de bord,
utiliser directement l'outil kubectl pour faire tout en ligne de commande. Donc, je vous ai mentionné en bas la commande avec Azure CLI qui va vous permettre de désactiver et de supprimer le dashboard Kubernetes de votre cluster. Vos équipes d'opération, elles n'ont pas besoin d'avoir un cluster Kubernetes pour déployer des nouveaux pods. C'est vraiment quelque chose que je vous invite à complètement supprimer, de façon à limiter vraiment votre scope d'exposition. Que vous publiez un dashboard comme ça, donc votre Kubernetes dashboard qui permet de faire toutes les actions d'administration de votre cluster Kubernetes directement sur Internet ou même en interne dans votre compagnie, c'est quelque chose qui est complètement fou parce que ce dashboard-là fonctionne avec une identité. Ça veut dire que vous allez assigner une identité à ce dashboard-là et vous serez incapable de traquer qui a fait quelle modification, qui a supprimé quel namespace, qui a supprimé tel ou tel déploiement. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à complètement désactiver, à utiliser uniquement le RBAC avec le Azure Active Directory et faire l'ensemble de vos actions avec l'aide du kubectl. Il y a de nombreuses attaques automatisées qui parcourent des sites tels que Shodan, par exemple, qui vous permettent d'identifier l'ensemble de vos clusters, l'ensemble des dashboards qui sont exposés sur Internet. Une fois que le dashboard est exposé, dans certaines attaques automatisées, ils détectent qu'ils se rendent compte que le dashboard est associé avec un compte à privilège et vont, par exemple, je dis dans le meilleur des cas, créer des centaines de pods sur votre cluster qui vont faire du crypto mining, par exemple. Ça, c'est vraiment le meilleur des cas, hein. Dans le pire des cas, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va supprimer l'ensemble de vos déploiements, qui va se connecter directement sur vos pods, accéder à vos bases de données, extraire les informations sensibles contenues dans vos bases de données et publier ça aux yeux de tout le monde sur Internet, sur des sites web tels que Passbean. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. On désactive le Kubernetes dashboard. Si on est un vrai sysadmin, on n'a pas besoin de faire des actions dans un dashboard. Enfin, pour remédier à l'ensemble de ces flows de sécurité, vous avez pu voir dans ces 7 premières recommandations qu'une solution telle que AKS était une solution complexe. C'était pas forcément toujours simple à adopter, savoir si on doit activer les Managed Identity, savoir si on doit supprimer le Kubernetes dashboard, par exemple. Donc, il y a une très forte probabilité d'avoir un grand volume de potentielles attaques dues à des mauvaises configurations. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent, en fait. Ce sont vraiment les mauvaises configurations qui vont être appliquées à une solution telle que AKS qui vont faire que votre cluster va être compromis. Donc, l'intérêt maintenant, c'est d'en avoir conscience, de savoir les points d'échec de sécurité que l'on a et les déficiences de sécurité que l'on a sur notre cluster AKS et d'être proactif. C'est-à-dire d'avoir des contrôles de sécurité, donc ce qu'on appelle des detective controls, qui vont vous permettre de détecter qu'une action est en train de se passer et de pouvoir réagir rapidement. Pour ça, on peut utiliser Azure Security Center avec une fonctionnalité qui s'appelle Advanced Threat Protection. Et cette fonctionnalité fonctionne sur un moteur de règles qui a été développé par Microsoft qui va vous permettre de détecter des actions des actions malicieuses qui sont en train de s'exécuter dans votre cluster. Par exemple, on peut retrouver comme action malicieuse, vous avez un des pods de votre cluster qui exécute un crypto miner. Ou encore, vous avez un cluster qui est déployé, mais le dashboard, donc le tableau de bord Kubernetes, a été directement publié sur Internet. Ça, c'est des choses que vous voulez savoir rapidement parce que vos équipes de sécurité, elles doivent intervenir vraiment rapidement. Donc, avec ce module-là, qui se nomme ATP, pour Advanced Threat Protection, on va pouvoir détecter ces incidents de sécurité qui se déroulent dans votre cluster. Et donc, on va pouvoir réagir à ça. Et on peut même pousser le vice un peu plus loin. On peut même aller jusqu'à automatiser la réaction d'une alerte de sécurité. C'est-à-dire, vous avez un cluster AKS où son tableau de bord a été exécuté.
Azure Security Center, avec son module ATP, s'en rend compte, génère une alerte, et à partir de là, vous allez avoir, par exemple, une Logic App qui va vous permettre de remédier automatiquement à cette alerte. C'est-à-dire, si l'alerte s'exécute en pleine nuit à 4 heures du matin, vous faites de l'auto-rémédiation sans réveiller personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour beaucoup d'équipes de sécurité, quelque chose de nouveau, d'avoir de l'autorémédiation dans le cloud. Et je vous incite fortement à regarder ce type de scénario, que ce soit autant avec la plateforme Azure qu'avec une plateforme comme AWS, par exemple, où vous pouvez aussi faire de l'autorémédiation de vos potentielles menaces de sécurité. Là, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous montrer concrètement en démo ce que c'est. Et je pense que vous allez le voir de vos yeux, et je pense qu'on le comprend mieux quand on le voit de ses propres yeux. Donc, nous passons désormais directement à notre live démo. OK, donc désormais, ce que vous devez voir à l'écran, c'est mon tableau de bord Azure Security Center. Pour gagner du temps, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai généré moi-même des alertes malicieuses et des comportements malicieux au sein d'un cluster AKS, donc d'un cluster Azure Kubernetes Services. Sur mon tableau de bord, on peut retrouver que j'ai une section qui se nomme Threat Protection, et dans cette section, j'ai 28 alertes. Donc, j'ai 15 alertes de haute sévérité, 6 alertes médium et 6 alertes faibles. Donc, des alertes qui sont considérées par l'engine, par le moteur qui génère ces alertes, comme faibles. Si vous avez un jour un tableau de bord qui ressemble à ça sur une de vos souscriptions ou un de vos clusters de production, posez-vous des questions. Hein. Il y a de quoi faire une petite attaque. Hein. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on regarde? On peut voir que ici, j'ai donc le 29, donc le 29 mars, j'ai eu un incident de sécurité médium. Puis on peut voir par la suite que le 31 mars, là, c'était complètement la folie. J'ai eu 3 incidents de sécurité, donc 3 alertes de sécurité, pardon, de type low, 2 alertes médium, et j'ai eu 5 alertes de haute sévérité. Puis on peut voir que dans ce cas-là, l'équipe sécurité n'a pas du tout réagi parce que ces incidents continuent à se répéter. Ça veut dire qu'on a réellement un cluster vulnérable et que ces incidents se répètent et se prolongent au cours du temps. C'est-à-dire que personne ne réagit là. Donc, c'est vraiment quelque chose de critique. Donc, si on regarde, par exemple, dans les alertes qui ont été détectées, une des premières alertes qu'on peut voir, c'est que on peut voir qu'on a la présence d'un potentiel cryptominer qui a été détecté dans notre cluster. Donc, si je clique ici, on peut voir mes 3 différents nodes, donc 0.0, 0.1 et cet autre node. Enfin, en réalité, j'ai juste 2 nodes. Donc, on peut voir que l'attaque s'est déroulée sur ce node-là. On peut voir la date et l'heure à laquelle l'attaque a eu lieu, et donc, bien entendu, sa sévérité. Donc, on s'entend d'avoir un cryptominer qui s'exécute au sein de notre cluster. Il y a vraiment des questions à se poser. Donc là, on peut voir que l'alerte a potentiellement permis de détecter qu'on avait donc un node qui a été compromis. On peut voir le process suspicieux qui s'exécute, donc XMRing. Avec une simple petite recherche Google, vous allez vous rendre compte que c'est un cryptominer qui est vraiment utilisé dans de nombreuses attaques. Et puis, on peut voir la commande qui a été exécutée sur notre cluster. Donc ici, on peut voir que l'on a ce qu'on appelle un xmr-pool.minergate.com qui est un pool de crypto mining. Et on peut voir qu'on a un utilisateur, donc dans ce cas-là, hein, c'est mon utilisateur, j'ai fait exprès pour simuler l'alerte, qui faisait du crypto mining sur notre node, sur le node qui a été compromis pour cet utilisateur-là.
Donc ça, c'est une première alerte que l'on peut voir qui a été automatiquement détectée par notre cluster AKS. Pour ceux qui souhaiteraient savoir comment générer ce type d'alerte, parce que dans ce cas-là, ce sont des vraies alertes de sécurité, par défaut, Microsoft a publié une page sur docs.microsoft.com permettant de générer des alertes de sécurité, mais c'est des alertes qui sont vraiment factices. Hein. On voit vraiment que ce sont des alertes qui sont factices, ce ne sont pas des alertes avec, par exemple, des crypto-miners ou ce genre de choses-là. Donc, je m'engage à publier sur mon blog zigmax.net le détail, comment je suis arrivé à générer ces alertes-là. Ceci peut être vraiment intéressant pour vos équipes donc de SOC, de Security Operations Center. Si vous voulez faire des fire drills, c'est-à-dire tester l'intégration, c'est-à-dire avoir une alerte qui s'exécute dans Azure Security Center, avoir une alerte qui est une alerte concrète, voir si cette alerte est forwardée directement sur votre solution de journalisation, sur votre SIEM, et voir comment votre équipe donc, de SOC réagit à cette alerte-là. C'est vraiment ce genre d'exercice que je vous conseille de réaliser, et puis c'est en faisant des exercices d'essai que vous allez devenir meilleur, jusqu'au jour où vous aurez une vraie alerte, et puis dans ce cas-là, vous serez préparé à répondre. Et la clé, c'est la préparation. C'est comme quelqu'un qui va courir un marathon. C'est la même chose. Si vous essayez de courir un marathon sans préparation, c'est sûr que vous allez à l'échec. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Donc, si je retourne donc dans ma console des alertes, on peut se rendre compte que on avait un Kubernetes dashboard qui a été donc exposé directement. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on a potentiellement un cluster AKS qui se nomme AKS Demo Max, où on a peut-être un de nos sysadmins qui a publié directement le dashboard de notre cluster sur Internet. Donc, on peut revoir la description de l'alerte. On peut retrouver la date à laquelle l'alerte a eu lieu, sa sévérité. On peut voir l'action qui a été prise. On peut voir qu'il s'agit bien du service de notre Kubernetes dashboard qui a été exposé sur le port 80. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on peut voir donc, le username, le compte qui était associé à ça. Donc derrière, il s'agissait d'un compte système. Donc dans ce cas-là, la personne qui avait accès à ce dashboard-là, elle pouvait faire ce qu'elle voulait sur mon cluster Kubernetes. J'en profite ici pour vous montrer, on a la possibilité donc de lancer une logic app, c'est-à-dire ça va être quelque chose qui va nous permettre d'automatiser la réponse à ces alertes. Et ce que je veux vraiment vous partager avec cette démonstration, c'est que oui, c'est bien d'avoir des alertes de sécurité, oui, c'est bien de les regarder. Ça, c'est encore un autre challenge parce que de nombreuses personnes activent la fonctionnalité dans Azure Security Center, mais ne regardent pas forcément les alertes qui sont générées parce qu'elles sont... en gros, elles reçoivent des centaines et des centaines de mails avec des alertes de sécurité. Donc, elles ne prennent pas le temps de traiter ça, de traiter ces alertes. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les ressources, moi, je vous invite vraiment fortement pour vos organisations à faire avec un partenaire, avec une société qui va gérer votre SOC pour vous, en fait, qui va gérer la réponse et la réaction à ces alertes de sécurité. Pour de nombreuses organisations, souvent, c'est le meilleur choix à faire que d'avoir une personne dédiée qui s'occupe uniquement à la sécurité, parce que oui, vous avez cette personne qui est dédiée, qui s'occupe uniquement à la sécurité, mais qu'est-ce qui se passe concrètement quand cette personne est en vacances, quand cette personne ne voit pas l'alerte parce qu'elle est focusée sur une autre action. Donc, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là. Et puis, vous pouvez voir que ces alertes qui sont générées, elles sont générées donc, pour des solutions comme Azure Kubernetes, mais encore des solutions telles que Key Vault. Ici, on peut voir que j'ai une alerte qui a été générée parce que j'ai quelqu'un qui utilise le réseau Tor pour accéder à un de mes Key Vault. Donc, j'ai potentiellement une compromission d'un de mes Key Vault. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Key Vault, c'est le service de voûte de mot de passe certificat qui est offert par Microsoft, par Azure. Puis là, on peut voir donc, quand l'activité a eu lieu, on peut voir les actions qui ont été réalisées, de quelle adresse IP l'attaquant a utilisé. Donc, c'est une adresse IP qui est liée à un nœud Tor. Voilà.
puis l'utilisateur qui est en question. Donc, dans mon cas, il s'agit de Bob, qui a potentiellement eu son compte compromis et que quelqu'un utilise son compte pour se connecter et voler des informations dans notre voûte de secret à travers l'utilisation du réseau Tor. Donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter pour cette démonstration. Je sais que j'ai vraiment beaucoup parlé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser vos questions. Et puis, je vais rebasculer directement sur les slides. Et puis, je laisserai la parole à Mathieu pour la suite. Super, merci Max. Et puis, merci tout le monde pour les bonnes questions. J'ai essayé de répondre au maximum de questions. Max, pendant que je parlerai, tu iras jeter un coup d'œil si tu veux rajouter des choses complémentaires. Parfait. Si j'ai mal répondu ou pas complètement répondu aux personnes à qui ont posé des questions finalement, n'hésitez pas à surenchérir sur vos questions. Ça nous fera plaisir d'essayer de reformuler ou de mieux compléter les réponses si on les a. Et il y a une réponse que je n'ai pas répondu, c'est le fameux moteur de recherche que tu disais pour trouver les dashboards. Oui. Je te laisserai y répondre. Elle est dans les questions à approuver et à répondre, Max. Parfait. Super, je vois que le temps file à une allure pas possible, tellement qu'on a du contenu. On espère que vous aimez ça. Je vais partager maintenant mon écran et passer à la deuxième partie. On ne s'arrêtera pas trop de temps sur cette partie Q&A puisqu'on le prend au fur et à mesure. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de Q&A, de questions et réponses, s'il vous plaît. Donc là, maintenant, on est sur la deuxième partie. Pour continuer un petit peu sur la partie de scanning, de sécurité que Max venait juste de présenter dans la partie runtime de AKS, de Kubernetes. Il y a aussi une autre partie qui est intéressante, c'est le scanning qu'il a évoqué aussi, le scanning des containers dans la construction des containers. Donc, si vous connaissez AquaSec ou TwistLock, qui sont des compagnies qui ont des composants et des solutions vous permettant de scanner les containers que vous construisez vous-même, qui vont vous permettre de déceler des problématiques. En fait, on a aussi une intégration avec Azure Security Center, qui va vous permettre de scanner directement les containers dans Azure Container Registry, qui est un registry de containers dans Azure. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez intégré. Dès que vous allez pusher et mettre un container, il pourrait être scanné si vous avez utilisé la fonctionnalité. Je vous ferai voir ça rapidement au cours d'une démonstration. On a un partenariat avec Qualys pour le scanning. L'une des limitations actuelles pour votre information, c'est que je ne peux pas, par exemple, dans mon CI/CD, dans mon outil de construction, je ne peux pas lancer par ligne de commande et peux-tu me scanner cette image, ce container à un instant T. Il sera scanné dès que vous le pushez dans Azure Container Registry et il y a un petit délai de 5 à 10 minutes des fois pour avoir le résultat. Donc, ça peut être une limitation si vous utilisez aujourd'hui AquaSec, Aqua ou TwistLock. Est-ce que ça viendra avec Azure Security Center? Je l'espère pour améliorer tout ça. Mais c'est vachement intéressant car ça va aller chercher dans les bases de vulnérabilité connues de Qualys. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous n'en avez pas aujourd'hui de scanner de container. L'un des autres concepts qu'on voulait vous apporter en numéro 10, on va jusqu'à 16, pas mal de contenu. Encore une fois, c'est une liste. Pick and choose, choisissez ce qui vous plaît, ce que vous voulez commencer, ce que vous voulez améliorer. La sécurité en général, c'est comme un oignon, c'est plein de couches. Donc, choisissez combien de couches vous voulez mettre pour éviter d'être hacké ou avoir des failles de sécurité. Encore une fois, numéro 10 ici, pas de security context, c'est pas du Azure, c'est pas du Microsoft, c'est vraiment du Kubernetes natif qui va en fait même aller au-delà des règles que vous pouvez mettre sur votre container. Si vous utilisez Docker, vous pouvez mettre en place la notion de container qui ne roule pas en tant que root, avec un user spécifique. Avec Kubernetes, vous pouvez surenchérir et surcharger cela avec ici ce qui est surligné en jaune, Security Context, pour éviter que ça roule que votre container roule en tant que root, par exemple.
et donc avoir moins de privilèges si vous le souhaitez, si quelqu'un arrive à rentrer dans votre container. En lien avec ça, il y a la notion de Pod Security Policy, PSP. Quelque chose qui est natif dans Kubernetes, mais en fait qui est un projet qui n'a jamais et qui n'évolue plus trop maintenant. Pour ceux qui suivent Kubernetes Upstream, je pense que c'est toujours en alpha ou bêta, et les communautés impliquées dans le projet open source Kubernetes sont assez d'accord que ce projet, a priori, ne graduera pas, ne graduera plus, n'aura plus de maturité. Donc, si vous utilisez ça, c'est intéressant parce que vous pouvez mettre en place dans tout votre cluster le fait que tout le monde, tous les développeurs qui publient des containers doivent ajouter ce qu'on a vu juste avant, les Pod Security Context. Donc, ça met des policies, des règles de façon générale dans votre cluster, ce qui est vraiment intéressant pour être réactif et bloquer tout container qui est déployé et qui ne satisfait pas les règles que vous voulez. Encore une fois, PSP, regardez bien, suivez ça. C'est pas forcément quelque chose qui ira GA, donc vraiment quelque chose qui ira pour la production qui sera graduée par Kubernetes lui-même. Par contre, l'énergie des projets et en fait, de la communauté open source dans Kubernetes est en train de mettre beaucoup d'efforts sur quelque chose de beaucoup plus générique et beaucoup plus évolutif avec la notion d'Open Policy Agent, OPA. Et puis là, on a une bonne illustration de ce que ça fait. Et en fait, ça sera le successeur, a priori, du PSP pour les personnes qui connaissent un peu toute cette historique, qui va vous permettre d'appliquer des policies sur votre cluster, mais aussi qui vont permettre à des cloud providers, donc des fournisseurs d'info nuagiques comme Google, Amazon ou Microsoft, d'étendre aussi avec la notion de CRD, Custom Resource Definition, dans Kubernetes. Et l'un des aspects de cela, dans Azure, une extension de l'OPA est d'utiliser la notion de Azure Policy. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion d'Azure Policy. Ce n'est pas du Kubernetes, c'est vraiment générique pour la gouvernance de vos abonnements Azure, où vous pouvez avoir des restrictions de façon, encore une fois, proactive, et de dire on ne peut déployer qu'en Canada Central, en Canada Centre ou Est, ou en East US. Mais par exemple, on n'a rien à faire en Europe. Donc, je ne veux personne qui déploie en Europe, par exemple, n'importe quel service. Ou des conventions de nommage, ou avoir des tags de façon obligatoire sur nos ressources groupes, etc., etc. Donc, vous pouvez pousser des concepts assez intéressants. Et en fait, ce qui s'est développé avec le OPA qu'on a vu juste avant, le Security Policy dans Kubernetes, c'est le lien avec Azure Policy pour vérifier qu'il n'y a pas d'IP public en ingress, par exemple, que les pods ne roulent pas en route et qu'ils ont un user. Donc, on a même maintenant une intégration avec des Azure Policy spécifiques aux containers, à Kubernetes, à votre container registry aussi. Donc, quelque chose vraiment d'intéressant à regarder. À chaque fois sur les slides, on a mis, oui, un numéro, mais regardez en haut à droite, l'état où ça en est. Et en fait, c'est encore en preview, en bêta, avec OPA, Upstream dans Kubernetes. Mais la plupart sont GA, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles de façon à les utiliser en production. Mais je trouve assez intéressant celui-ci. Network Policy, Kubernetes Network Policy numéro 12. Deux options dans AKS. On a notre propre Azure Kubernetes Network Policy. Et aussi, vous pouvez utiliser un projet vraiment très populaire de Tigera, qui est Calico. Ça fonctionne très, très bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que développeur ou celui qui va définir comment je veux déployer mon container, je peux ajouter ce qu'on appelle la notion de Est-Ouest Security. Donc, qui peut parler à qui? Quel pod, quel container peut parler à tel autre container? Et moi, en tant que développeur, je le sais. Je le sais que mon container 1 va parler à l'autre microservice ou pod ou container numéro 2, mais que personne d'autre doit leur parler. Ou je ne dois pas aller sur Internet. Ou je dois aller spécifiquement sur une adresse IP. Puis ça, quand je fais le design de mon microservice, de mon container, je dois le savoir. Et j'ai l'opportunité de faire un peu de la sécurité, même si je suis un développeur, ou je prends de l'aide d'un SecOps, de quelqu'un qui est expert dans le domaine de la sécurité, qui va peut-être m'aider. Et je vais vous faire voir comment, en tant que développeur, c'est assez intéressant pour mettre ça en place. Et donc, on va pouvoir mettre des règles.
entre les pods, les namespaces dans votre cluster et aussi des notions d'adresse IP. Il y a malheureusement dans Calico, c'est pas disponible pour le moment, ni dans notre Azure Kubernetes Network Policy, dans les 2 plugins qu'on vous permet d'utiliser. Il n'y a pas la notion de règles avec des DNS, ce qui pourrait être intéressant. Donc, par exemple, on a mis une alternative en bas, Cilium, qui est un projet que vous pourrez déployer par vous-même manuellement dans le cluster et utiliser pour ça, où là, il y a des fonctionnalités supplémentaires de DNS rule. D'autres, si vous poussez le concept un peu plus loin, il y a cette notion de service mesh. Encore une fois, vous n'avez peut-être pas besoin d'un service mesh, mais en termes de sécurité sur la communication entre vos pods, si vous voulez rajouter du MTLS, donc avoir de la sécurité, de l'encryption dans le protocole de communication entre vos containers, vos pods, peut-être qu'un service mesh comme Istio, comme Linkerd et autres, Consul et autres, pourrait peut-être avoir un bénéfice pour vous si vous voulez aller jusque-là. Encore une fois, c'est quelque chose à rajouter, de la complexité à rajouter, mais pourquoi pas. Pod Identity, très intéressant. Maxime a parlé du Manage Identity pour le cluster en général. Donc, c'est comment le Kubernetes Cluster dans Azure va parler aux ressources externes. Networking, storage, le load balancer, les adresses IP qui sont générées par vos Kubernetes services. Mais l'une des choses aussi intéressantes, qui est encore en preview et en fait en bêta version, je ne l'ai pas mis en haut à droite, c'est quelque chose à regarder, pas encore utilisable en production pour le moment, mais c'est quelque chose qui va arriver très rapidement en preview de façon gérée dans votre cluster AKS, c'est Pod Identity. Donc encore une fois, on va avoir la possibilité de définir au niveau d'un pod, d'un container, c'est son identité. Et son identité pour parler à des ressources dans Azure. Max a parlé de Azure Key Vault, par exemple. C'est l'un des scénarios d'une base de données, par exemple. Donc, vous allez avoir vraiment ce qu'on appelle la possibilité d'être granulaire sur donner des droits et qui peut gérer des ressources dans Azure. Et encore une fois, le Manage Service Identity, qui est utilisé encore une fois avec le Pod Identity, va vous permettre d'auto-générer les credentials, donc le secret, le password, le mot de passe de votre service principal. Donc, c'est vraiment quelque chose à regarder pour l'avenir, si vous voulez commencer à regarder ça. En bêta aussi, une autre façon de faire, les secrets dans Kubernetes sont encodés. C'est quelque chose que vous pouvez décoder. Si quelqu'un a accès à la ligne de commande, il peut très facilement décoder. C'est de la base 64. Donc, avec une bonne ligne de commande, il peut, s'il a accès, donc là, vous pouvez encore restreindre des droits. On a parlé, je pense, un peu plus tôt de l'intégration avec AAD et Airback. Donc, vous pouvez limiter qui a accès au secret de façon très granulaire. Mais admettons quelqu'un a les droits. Si vous voulez encore dans les fameuses enveloppes de l'oignon de sécurité, si vous voulez rajouter encore plus de sécurité, vous pouvez externaliser les secrets. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une solution par Kubernetes de façon upstream et de général. On ne parle pas d'Azure là. Donc, il y avait un projet open source qui avait démarré qui était Kubernetes Key Vault Flex Volume. Donc, ça vous permet d'externaliser les secrets dans Key Vault et ne pas les stocker dans votre cluster, dans les secrets Kubernetes. Donc, intéressant. C'est un projet open source qui vous permet de faire ça aujourd'hui. Si vous aviez des efforts à mettre, il faudrait regarder la nouvelle alternative dans Kubernetes qui arrive, qui s'appelle le CSI, qui est le Container Storage Interface, donc l'interface de stockage des containers dans Kubernetes, et un driver, donc un composant qui permet d'étendre comment vous voulez stocker vos secrets. Et en fait, vous pourrez stocker ça de façon supportée dans différentes technologies, et l'une des technologies, encore une fois, serait Key Vault. Donc, quelque chose à regarder aussi de ce point de vue-là, si c'est quelque chose que vous voulez faire qui est externaliser vos secrets. Pourquoi pas regarder. Maintenant, une chose qu'on voulait vous parler, c'est quelles sont les bonnes pratiques au niveau de sécuriser les ingress. Donc, quand vous faites un container, vous allez l'exposer. Vous pouvez l'exposer de façon interne. Donc ici, par exemple, j'ai le choix, je vais exposer mon pod, mon container avec un service Kubernetes. Par défaut, il va être public de type load balancer ou il peut être cluster IP si je voulais le mettre de façon interne au cluster.
une fois que je veux l'exposer sur un network, il peut être interne au réseau dans Azure, ou il peut être aussi externe. Donc, dans ce cas ici que vous voyez sur cet acetate, je crée un load balancer et une public IP. Donc là, pour permettre d'avoir un endpoint, un point d'accès public sur le port 80 dans ce cas, pour mon application front-end. D'accord? Donc, c'est un peu la définition Kubernetes. L'une des bonnes pratiques, c'est de créer ça dans un subnet dans Azure qui est différent que le subnet de vos worker nodes, de où les VM sont stockés par Kubernetes et AKS en fait. Ça va vous permettre d'avoir plus de granularité, encore une fois, sur la sécurité, sur les NSG que vous pourriez appliquer. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait partager avec vous, pourquoi pas. Par défaut, il irait dans le même subnet que vos worker nodes, mais vous pourriez avoir différents subnets pour différents ingress et avoir des règles de sécurité, pourquoi pas. L'autre façon de faire, comme je l'évoquais un petit peu, c'est de faire de façon interne. Je ne veux pas publiquement exposer mon service, je veux le mettre interne au réseau que j'ai dans Kubernetes, dans Azure de façon plus générale. On voit qu'il y a un VNet ici. Et encore une fois, j'ai mon subnet ici pour les worker nodes et j'ai le fameux subnet que je vous disais pour mes ingress, mes services. Et c'est dedans où on va pouvoir mettre les adresses IP et la notion de load balancer. Ici, j'ai juste créé un interne IP et c'est une annotation que vous voyez ici pour dire dans tel subnet et c'est de type interne. Donc, ça va être une private IP, une IP privée dans Azure, accessible que au sein de ce VNet. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pourrez donc avoir d'autres ressources dans ce VNet qui vont pouvoir accéder à cette adresse IP interne et privée. Ou aussi, vous pouvez faire d'autres setups et configurations de VNet peering si vous avez d'autres ressources dans Azure, sur d'autres VNet qui peuvent être même dans d'autres régions. Donc, comme ça, vos services vont pouvoir accéder à cette adresse IP privée. Ou aussi avoir des liens avec ExpressRoute ou VPN Gateway, avoir des accès sur vos ressources qui sont chez vous, on-premise, comme on dit, donc chez vous, et non pas dans Azure, par exemple. Donc, il y a plusieurs setups. Là, on parle vraiment de réseautique dans Azure, mais c'est intéressant à savoir. Il y a une notion d'ingress qui va permettre d'avoir des règles autres qu'un niveau 4 de load balancer, mais on va avoir un niveau plus haut niveau 7, avec la possibilité de définir du HTTPS, donc du TLS, aussi faire du routage de chemin d'accès de vos requêtes HTTP ou HTTPS et d'avoir des notions d'interface niveau 7 encore une fois ici. Donc ici, il y a une notion d'ingress dans Kubernetes que vous allez pouvoir utiliser pour exposer les différents services qui pourraient être exposés de façon plus privée, encore une fois. Donc ça, c'est une bonne pratique à regarder. Encore une fois, on va pouvoir avoir des accès publics ou des accès privés sur le réseau. Donc, vous pouvez mixer ces configurations. Pourquoi on passe sur le l'ingress? C'est parce que peut-être que vous voulez aussi rajouter plus de sécurité, notamment avec une notion de WAF, Web Application Firewall, où là, on va rajouter sur le niveau 7 du load balancer avec Application Gateway. Dans ce cas-là, il va être externe. C'est un service externe de Kubernetes. C'est un service Azure qui s'appelle Azure Application Gateway. Encore une fois, dessus, le routage est possible. Les terminaisons HTTPS avec les TLS définitions pourraient être mises là-bas. Mais aussi, vous pouvez activer, donc avec un prix pour ça, la notion de WAF. Et le WAF va vous permettre de vérifier pour chaque requête, par exemple, les règles au WASP. Donc, c'est les règles de bonne pratique de sécurité d'exposition de vos services web ou pages web, injection de SQL, injection de query string dans les requêtes, etc., etc. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez activer. Et là, on va déléguer la partie level 7, niveau 7 du load balancer à l'extérieur du cluster, qui peut éviter la surcharge, la consommation du CPU et autres de votre cluster. Vous pouvez combiner les deux, avoir à l'extérieur et à l'intérieur de votre cluster. Et dans ce cas-là, l'ingress Application Gateway ira parler directement au point public exposé par l'ingress. Encore une fois, une belle pratique pour sécuriser tout ce qui est ingress. Une autre bonne pratique pour les développeurs, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion de GitOps. C'est un peu à contrario une autre approche de la notion de CI Ops, Continuous Integration Ops.
Donc la notion d'intégration continue, où je vais construire mes artefacts. Dans le monde des containers, je vais pouvoir construire mon image container et après, je vais pouvoir la déployer. GitOps dit le source de définition de oui pour le source de votre code. Tout ça, la configuration de déploiement, tout est dans Git. D'accord? GitHub, GitLab, votre Git à vous, mais dans Git. Et au lieu de pusher et en fait de déployer à l'extérieur du cluster, et comme vous le voyez en bas, être capable de faire du kubectl apply ou si vous utilisez Helm, faire du Helm update ou install. Ici, je ne vais pas pouvoir de façon extérieure au cluster appliquer la définition de comment je veux déployer un container. Ce que je vais juste devoir faire, c'est faire un commit dans le source control Git qui va déclencher la partie intégration continue et pusher l'image dans un registry, mais je m'arrête ici. Après, il va y avoir un autre trigger qui va être utilisé par l'un des outils du moment, Flux, qui est l'un des outils GitOps que vous allez en fait déployer dans Kubernetes, dans votre cluster, qui lui va aller chercher l'image dans le registry et aussi aller chercher les fichiers de configuration dans votre source control. Et en fait, ça va être une notion de pool pour déployer. Donc, de prendre les choses pour les déployer dans le cluster. Donc là, je suis vraiment dans mon cluster et il n'y a personne qui est à l'extérieur du cluster qui va appliquer des choses dans le cluster. Donc, c'est un peu cette notion différente pour ajouter encore de la sécurité parce que là, ça veut dire qu'il n'y a plus d'accès pour déployer les choses depuis l'extérieur. Assez intéressant. Approche assez intéressante. J'espère que tout va bien. Marc, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit. Je vais donc passer maintenant à la partie démo ici. Je suis dans mon portail. Max l'a déjà fait un petit tour sur Azure Security Center et je vois que le temps roule. Encore une fois, on va pouvoir aller dans Compute et Apps. Je voulais vous montrer la partie Container Registry que j'avais parlé un peu plus tôt. Oui, il a montré le côté AKS avec les alertes, très intéressant. Sur la partie Registry, je vais pouvoir ici avoir ce que Qualys et en fait l'intégration avec Azure Security Center me dit sur mes containers. Et ici, sur un Registry que j'ai, je vais pouvoir aller sur un container en particulier et voir les problèmes que j'ai. Donc, par exemple, ici, on a trouvé 3 failles de sécurité où je vais pouvoir cliquer sur mon container et on va pouvoir m'expliquer qu'il y a des failles de sécurité, il y a un CVE public. Et j'ai même une remediation ici où je vais pouvoir remédier au problème si je vais voir la documentation. Donc, je voulais vous faire voir ça dans un premier temps. L'autre partie que je voulais vous évoquer, c'était par exemple l'une des configurations. Max a évoqué un peu la configuration de privatiser un peu le cluster et privatiser l'API de Kubernetes. Donc ici, si vous regardez cette image, on a ici un cluster Kubernetes qui va être protégé par un service endpoint, comme il l'a évoqué avec la notion de private AKS cluster. Et je vais aussi privatiser mon container registry. Tout ça est dans un VNet ici. Et j'ai aussi mon subnet dans les bonnes pratiques juste pour mon ingress, mes adresses publiques et mes load balancers, comme je vous le disais, un autre subnet au lieu d'avoir dans le même subnet que les worker nodes. Donc ici, j'ai exposé publiquement. Je vais pouvoir aussi avoir cette notion de VNet peering si je veux me faire une jump box. Un Azure Bastion, par exemple, pour avoir accès au cluster, je ne peux passer que de façon sécurisée ici à une jump box pour accéder à mon réseau et je ne peux pas le faire ici directement depuis localement. Encore une fois, je vais pusher mon code en tant que développeur ici localement dans Git et avoir cette notion d'intégration continue ou GitOps aussi dans ce setup. Pourquoi je vous fais voir ça? C'est parce que je vais pouvoir rentrer ici localement, je suis en train de tester et je ne peux pas accéder à mon cluster. La seule chose que je vais pouvoir faire, c'est en fait ici faire un SSH, donc une connexion sur ma Jumpbox, ma VM. Et à partir d'ici, je vais pouvoir vous démontrer l'accès un peu au cluster, donc avoir quelques lignes de commande ici pour regarder mes ressources. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est que je vais pouvoir, je voulais vous montrer un peu le Calico, comment Calico fonctionnait. Donc, je vais ici définir une variable de bash dans ma session bash ici. Et je vais pouvoir aussi
changer le contexte pour en fait un namespace Kubernetes que je viens de créer. Je vais pouvoir rouler ici le contexte suivant. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que ici, si je déploie un container qui contient curl, si je regarde par défaut ici, je vais pouvoir tout simplement dire curl accéder à une ressource publique. Et je veux accéder au site Internet de Microsoft. Donc, j'ai accès à Internet depuis un pod qui est déployé dans ce namespace. Mais en fait, par défaut, je ne veux pas ça. Je veux le bloquer. Donc, encore une fois, comme je vous le disais, en tant que développeur, je vais pouvoir définir dans les fichiers de configuration Kubernetes, je vais pouvoir définir que je ne veux plus d'accès et que ça soit en ingress ou en egress. Donc là, je vais bloquer tout et on va voir ce qui va se passer. Donc, je vais rouler cette commande ici. Et donc, je vais sortir d'abord de mon test et je vais pouvoir effectivement rouler ici. Donc là, j'ai bloqué tous les accès. Donc, ça veut dire que si je refais mon test de déployer un pod dans ce namespace et que maintenant, j'essaye d'accéder à Internet, on regarde ici. Je vais avoir un timeout. Je suis incapable d'aller voir sur Internet parce que j'ai bloqué tous les egress. D'accord? Donc, avec Network Policy, ce que vous êtes capable de faire, je ne le montrerai pas ici, mais pour vous montrer que vous avez des accès et des configurations que vous pouvez faire. Mais en gros, après, je rajouterai une autre règle qui dirait quelles sont en ingress, donc qui peut me contacter en tant que tel pod et qui je peux contacter. Donc, ça va être des règles un peu vraiment très granulaires que vous allez pouvoir faire là-dessus. Donc, en gros, je vais partager maintenant le deck parce que la présentation est presque terminée. Je vais pouvoir passer ici. Donc, on a vu pas mal de choses. On a vu 16 points. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Si vous en avez d'autres à nous partager, n'hésitez pas dans le Q&A. On a des ressources à vous partager. On va les publier. On va publier cette présentation. On espère que vous avez aimé ça. Nos deux blogs, on essaie d'être assez actifs. Comment apprendre à Kubernetes de façon générale sur Azure. Et aussi, ici, un lien assez important avec un GitHub repository assez avancé dans les sécurités et la gouvernance autour de AKS avec des notions qu'on a vues aujourd'hui. Donc, on espère que ça vous a plu. Maxime, est-ce que tout s'est bien passé sur les messages et le Q&A? Oui, tout s'est très bien passé sur les messages. Est-ce que tu peux te rendre sur le slide avec les liens? Oui. Est-ce que tu le vois? Ici? Parfait, c'est parfait. Donc là, ici, vous pouvez retrouver l'ensemble des liens dont Mathieu vous a parlé. Et puis, si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Si on peut vous aider, on le fera avec grand plaisir. Super, merci à toutes et à tous. C'est l'heure de la fin du temps alloué. Max, on va arrêter l'enregistrement, c'est ça? On peut encore continuer 15 petites minutes si les gens ont des questions. Super. Juste, si je peux me permettre, si vous voulez vous préparer un peu à tout ce qui est thématique de sécurité dans Azure, je vous invite fortement à regarder le contenu de la certification Azure Security Engineer Associate, AZ500. Je vous invite vraiment à regarder le contenu. Le contenu est fort intéressant, puis c'est une vraie certification technique. Donc, si vous souhaitez vous former, vous cherchez un objectif ou utiliser votre temps pendant ce confinement, je vous invite fortement à regarder cette certification. Super. On a un nouveau message. Le lien avait été partagé. Je vais le remettre pour Julien qui demande.
Puis sinon, prenez soin de vous et de vos proches, puis on se reparle très bientôt, j'espère. Et on va mettre le lien du survey, donc de vos retours de feedback. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cette session. Qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines sessions? Et on espère que ça vous a plu. Merci encore pour nous avoir rejoints aujourd'hui.